vais faire un petit point contexte. Je pense que vous avez tous entendu parler ces derniers temps de ce livre « Comment tout peut s'effondrer », qui permet de prendre un petit peu du recul sur nos problématiques respectives, parce que quand on a tendance à s'intéresser à un sujet en se focalisant uniquement sur une tête d'épingle et qu'on ne voit pas forcément le panorama global, on peut partir sur des mauvaises pistes. Donc c'est intéressant de contextualiser la situation actuelle, et notamment donc, dans ce livre il y a un nombre pléthorique de références, mais une qui n'est plus à présenter, qui est le rapport du Club de Rome, dans lequel dès les années 70 il montrait une certaine limite à notre modèle croissanciste, avec potentiellement entre les années 2010 et 2030 un effondrement des quantités de ressources disponibles, des quantités de nourriture disponibles, et donc de facto de la démographie. Donc des sujets pas forcément joyeux, mais qui sont intéressants à considérer, car face à ces constats-là, notre première recherche, l'intégralité de notre énergie aujourd'hui, devrait être dans le développement de la résilience. Donc ça va être la résilience des personnes, la résilience des territoires, la résilience des infrastructures vitales. Donc ça devrait s'accompagner d'une forme de décentralisation, notamment de la production énergétique, de la production de nourriture, des outils de communication. On pourrait continuer la liste autant pour la résilience que pour la décentralisation de manière exhaustive. Et bien sûr, il faut maximiser la coopération. Parce qu'aujourd'hui, notre société elle est un petit peu dans un paradigme de compétition, et il y a de nombreuses études qui tendent à montrer que quand les ressources viennent à diminuer, les seuls systèmes qui tendent à perdurer sont ceux qui maximisent la coopération. Le dogme de la compétition, en fait, il vient un petit peu d'une mauvaise interprétation des travaux de Darwin, en fait. Donc, maximiser la coopération, développer la résilience et la décentralisation. Donc, en termes de numérique, il faudrait qu'on aille vers une forme de résilience. Si on devait prendre le parfait exemple de résilience, ça serait le World Wide Web, qui est en fait l'outil qu'a développé la forêt pour maximiser la communication au sein de ces individus. C'est-à-dire que les arbres entre eux vont être capables de communiquer au travers de leurs tissus racinaires qui sont eux-mêmes reliés par des champignons, ce qui va permettre par exemple à un arbre centenaire de transmettre des nutriments à une jeune pousse. Donc, ou prévenir ses congénères de l'attaque de parasites en fait. Donc ça c'est très intéressant ce qu'ils ont réussi à développer, enfin plutôt ce que la nature a naturellement développé pour ainsi dire. Cet outil-là, ça permet une juste redistribution des ressources, une horizontalisation de l'information, et donc c'est basé sur une infrastructure résiliente, sobre, biodégradable, et forcément les champignons c'est plutôt relativement biodégradable, et biosourcé, ça a toutes les sources. Donc si on compare cet outil de résilience à notre pas-limitation qui est le World Wide Web, eh bien on va noter un certain nombre de différences. Donc le premier effectivement c'est que dans les points communs, ça permet une horizontalisation des connaissances, ça permet de relier les populations, relier les territoires, etc., etc. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail, cet outil a été quand même pas mal accaparé par des multinationales qui, au lieu de faire une juste redistribution des richesses, ont plutôt tendance à faire de la rémunération actionnariale qui profite aux 1% les plus riches, qui sont accessoirement les plus pollueurs. Au-delà de ça, c'est une infrastructure qui n'est absolument pas durable puisqu'elle est énergivore et basée sur un modèle extractiviste linéaire. Donc, si on faisait un petit état des lieux sur le numérique dans son ensemble, il est basé sur d'une part une surexploitation des ressources jusqu'à une accumulation des déchets à l'autre bout de la chaîne. Ici, j'ai illustré cette chaîne de valeur avec le smartphone qui est un petit peu l'exemple parfait de la gabegie de ressources qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais ça va être le même scénario pour les data centers, tous les outils qui permettent de soutenir notre infrastructure du numérique. Donc si on essaye un petit peu de rentrer dans le détail, aujourd'hui ça part, donc je vais juste un peu bouger la souris. C'est bien. Donc ça part d'un problème, au niveau de la surexploitation des ressources, on a déjà des problèmes environnementaux assez significatifs. Ici, j'ai mis l'exemple de mines de terre rare en Chine. C'est notamment le cas du néodyme qui permet de faire les électroaimants qu'on va retrouver dans les éoliennes, dans les haut-parleurs, des téléphones ou dans les vibreurs par exemple. Et bien cet élément-là, le néodyme, pour l'extraire, il faut broyer une quantité de métaux et minéraux assez important, ce qui fait que ça a tendance à rejeter dans l'atmosphère, si on ne prend pas des précautions, des particules radioactives.
Ce qui fait qu'on a des villages de cancer qui se développent autour des mines de néodyme en Chine, ce qui est relativement regrettable. Donc ça c'est pour le côté néodyme, on pourrait en faire, parce que des métaux pour faire le numérique, il y en a une quantité astronomique, donc je ne vais pas faire tout l'inventaire, mais quelques exemples significatifs. On peut également aussi parler de l'étain, qui est quand même assez primordial à l'électronique aujourd'hui. Et bien lui par exemple, il est extrait en Indonésie dans des conditions environnementales et sociales là aussi désastreuses. C'est vraiment des mines, on pourrait dire sauvages, il y a des accidents catastrophiques, des gens se noient de manière récurrente, ça rejette des métaux lourds dans l'environnement, ça détruit la barrière de corail environnant. C'est fabuleux, c'est exceptionnel. Après, on peut aussi évoquer les problèmes humains. Donc là, on peut parler des problèmes des métaux de conflit, tels que l'or ou le tantal, qui, pour ce dernier, est extrait notamment en République démocratique du Congo. Donc là, comme c'est des zones en fait, de conflit, bien, c'est souvent des milices armées qui détiennent les mines et qui exploitent donc des enfants qui ne prennent aucune considération pour la vie humaine dans ces zones d'exploitation. Et là encore, le tantal, eh bien, c'est un outil fabuleux pour développer des nouvelles technologies, donc la demande est très très forte. Donc au-delà des problèmes environnementaux et sociaux, on va aussi être confronté à des problèmes de stock. Parce que en fait, forcément, ces métaux rares, alors ils sont rares, les métaux rares ils sont rares surtout parce qu'ils sont présents dans des très faibles concentrations dans la couche terrestre, au-delà de leur répartition. Mais pour certains, donc par exemple pour l'indium, on a des pics de production qui sont attendus aux horizons 2030. L'indium, c'est ce qui permet de faire notamment les écrans tactiles. Donc là, demain, on va avoir des magnifiques écrans pliables là, sur les téléphones. Donc on peut s'interroger de l'utilité de cette technologie dans la mesure où on commence déjà à être à court de ressources pour en faire des normaux qui sont déjà cassables. Donc voilà, donc ici vous avez si vous voulez un rapport sur le sujet qui est le Shift Project pour une sobriété numérique. Je ne sais pas si vous distribuerez les slides a posteriori, mais dans cette version, je crois qu'il y a des liens hypertextes vers les ressources. Donc qui dit tension sur les stocks dit forcément tension diplomatique. Donc ici, vu qu'en fait certains pays ont des monopoles de production, ils peuvent se servir de ce monopole-là pour rentrer dans des guerres commerciales. Donc c'est notamment le cas qui a eu lieu donc, en 2010 quand la Chine, du jour au lendemain, a décidé de stopper les exportations de terres rares vers le Japon. Donc ça a mis l'industrie nippone au bord de la ici. Et vous pouvez retrouver ces enjeux-là, notamment dans le livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, qui vraiment développe de manière assez exhaustive le sujet. Et puis au-delà de la tension diplomatique, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est confronté à une complexité croissante d'extraction des gisements. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve face à des sources de minerais de moins en moins concentrées qui nécessitent toujours de plus en plus d'énergie pour les extraire, énergie qui est elle-même de moins en moins accessible. Et la production énergétique qui requiert toujours plus de matières premières, puisque les électroaimants des éoliennes proviennent des mêmes mines en fait. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux là, qui est en train de se passer, qui nous conduit à la fin de nos ressources minérales. Donc face à un exemple assez parlant pour la complexité d'extraction des gisements, c'est dernièrement l'usine d'Eltré au large du Japon, une ressource quasi infinie de terres rares, puisque le Japon, après les événements de 2010, ont quand même essayé de s'affranchir de la dépendance de la Chine. Ils sont allés chercher donc, en mer profonde, et à 5800 mètres de profondeur, effectivement, il y a une corne d'abondance de terres rares. Simplement, on peut s'interroger de la difficulté d'exploitation de ces métaux à cette profondeur. Donc ça, c'était pour le côté sourcing matières premières. Maintenant, on peut s'intéresser aussi aux conditions de production. Donc déjà, pour un smartphone, la production elle est ultra mondialisée. Donc on va avoir l'exploitation des métaux qui vont avoir lieu par exemple en Afrique ou en Amérique latine. Ensuite, on va avoir les industries qui raffinent les métaux plutôt en Chine, puis tout ce qui va être électronique, pareil en Chine ou au Japon. Enfin,
On a tendance à dire que pour arriver dans notre poche, un téléphone fait plusieurs fois le tour du monde en avion avant de parvenir à l'utilisateur final. Donc qui dit une industrie ultra mondialisée dit une industrie très peu résiliente. Puisque effectivement on va avoir ce qu'on appelle des monopoles de marché qui rendent le système vraiment fragile. Ça a été notamment le cas en 2011 quand il y a eu des inondations en Thaïlande. On a eu une pénurie de disques durs au niveau mondial. Alors ce qui est intéressant, c'est que les deux industries principales de production de disques durs ont profité de cet événement en fait, pour augmenter leurs prix. Et sous prétexte que certaines de leurs usines avaient les pieds dans l'eau, ils ont perduré l'augmentation des tarifs de disques durs de manière disproportionnée par rapport à l'événement climatique qui avait eu lieu. Donc ça, c'est un problème, c'est le monopole des marchés. Après, on peut aussi évoquer les conditions de travail dans les unités de production. Donc on a souvent tendance à donner, pour exemple, les employés d'Apple qui se suicidaient dans les années 2000 chez leur sous-traitant Foxconn. Ils ont quand même vraiment travaillé sur le sujet depuis lors. Mais plus récemment, par exemple, Samsung a reconnu être responsable de la mort de 118 personnes qui avaient été exposées à des produits chimiques. Ils ont reconnu leur responsabilité en 2018. Donc là, ça aussi c'est un enjeu, c'est effectivement, comme on cherche à réduire les coûts de production, dans des pays qui sont très peu regardants sur le coût de la main-d'œuvre et les conditions d'exploitation des personnes. Et puis bien sûr, si on va parler de production, il faut qu'on parle de conception, et là on va sortir ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Donc l'obsolescence programmée, en France, on a la chance que depuis 2017, ce soit un délit qui est condamné par la loi. Donc pour qu'il puisse être condamné, il faut d'abord le définir, et donc je vais prendre le temps de relire cette définition. L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc il y a des punitions qui sont prévues par la loi, ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende, ce qui est insignifiant pour les grands groupes. Toutefois, si on commence à aller vers 5% du chiffre d'affaires moyen mensuel, ça peut commencer à piquer un petit peu. Donc, comme depuis 2017, il y a cette possibilité juridique, des associations se prennent de ce sujet-là, et notamment l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui dernièrement a porté plainte contre Apple, HP notamment, avec les imprimantes qui avaient tendance à signifier que oui, vous n'avez plus d'encre dans votre cartouche, changez-la, alors qu'il restait environ 10 ou 20% d'encre à l'intérieur. Et puis vous avez également l'association Les Amis de la Terre, qui font un travail de lobbying citoyen ou de plaidoyer citoyen vraiment important. Donc la difficulté de l'obsolescence programmée, c'est de prouver que l'industriel veut vraiment délibérément réduire l'espérance de vie du produit. Donc c'est là en fait où il y a une petite bataille juridique. Toutefois, par exemple, si on prend le site iFixit qui, à chaque sortie de nouveaux téléphones, s'amuse à les démonter et à numéroter le nombre d'étapes qu'il faut pour changer une pièce, on peut s'interroger par exemple sur l'iPhone 10 de la pertinence d'avoir 43 étapes nécessaires pour enlever la batterie. Donc là, forcément, 43 étapes, ça représente entre 1 heure et 1h45 de manipulation pour un technicien aguerri. Donc bon, alors certes, on peut l'enlever, donc on ne peut pas forcément dire que c'est de l'obsolescence programmée, mais c'est quand même un peu léger. Donc des mécanismes d'obsolescence, il y en a tout plein. On va parler d'obsolescence hardware, donc ça c'est tout ce qui va concerner la conception du produit. L'obsolescence logicielle, c'est un autre sujet, on pourrait détailler, c'est comment les mises à jour sur les différents ordinateurs ou smartphones vont ralentir les terminaux. On parle aussi d'obsolescence perçue, donc ça c'est plutôt du côté de l'utilisateur. Comment il se positionne face à son téléphone. Peut-être que dans une conscience collective, aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il faut en changer tous les 2 ans parce que sinon, on est has-been. Et bien sûr, on peut parler d'obsolescence marketing, puisque en fait, les marques vont être vraiment très ingénieuses pour pousser à l'achat. Et donc, face à ces enjeux, on a une petite dichotomie entre l'Union européenne ou l'État français qui cherche à légiférer sur la question et le consommateur qui cède souvent aux sirènes du marketing. Et ce qui est intéressant aussi dans le marketing, c'est que si on réalise des analyses en cycle de vie, c'est très à la mode ça dans les entreprises.
entreprise, comment essayer de calculer l'impact de sa production sur toute la chaîne de valeur. Le marketing, en fait, est toujours occulté de ces analyses, puisqu'on n'étudie absolument pas son impact. Parce que l'impact du marketing, ça va être l'impact direct, donc quel support de communication j'utilise. Est-ce que je cautionne l'utilisation d'écrans digitaux dans le métro parisien qui ont tendance à consommer l'équivalent d'un foyer d'une famille de 4 personnes? Est-ce que je distribue des flyers dans la rue à tour de bras? Enfin voilà, donc ça c'est l'impact direct du marketing. On le voit très rarement dans les analyses en cycle de vie. Et après, bien sûr, il y a l'impact indirect du marketing, c'est comment ma campagne de marketing va pousser à la surconsommation. Donc là, si on commence à essayer de chiffrer cet impact-là, forcément, ça dérange un petit peu les personnes qui font des ACV dans les grands groupes, ils n'y arrivent pas. Après, on va arriver sur l'impact de l'usage. Comment, en tant qu'usager final, notre consommation du numérique va avoir un impact énergétique. Donc là, forcément, l'exemple le plus marquant, c'est Netflix, puisque on est capable aujourd'hui de regarder des vidéos en Ultra HD sur son téléphone dans le métro parisien, en 4G et bientôt 5G. C'est fabuleux. Donc ici, il faut vraiment s'interroger sur l'impact de l'usage. Si on regarde la part de l'usage direct dans le coût carbone d'un téléphone, ça va représenter 17%. C'est-à-dire que quand je parle d'usage direct, c'est je charge mon téléphone, c'est la consommation énergétique de mon ordinateur. Après, la plus grosse proportion de consommation carbone, c'est sur la production de l'appareil, puisque comme je vous l'ai dit, il doit faire 4 fois le tour du monde, et donc c'est assez impactant. Donc si on voulait limiter l'impact de son usage direct, le petit truc, c'est de passer chez des gens comme Enercop, qui sont plutôt sympathiques. 100% énergie verte, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc n'hésitez pas à y souscrire, c'est garanti cohérent. Maintenant, en termes d'impact indirect, c'est-à-dire comment notre consommation va avoir un impact énergétique, il va falloir commencer à sérieusement se poser des questions. Puisque je me base encore sur le rapport du Shift Project qui détaillait en fait différentes courbes qui avaient été émises. Donc on avait eu une première courbe en vert tout en bas, là, qui était l'augmentation de la consommation énergétique qui avait été prévue dans les années 2015. Voilà. En vert un peu plus clair ici, vous avez la consommation qui a été corrigée. Voilà, donc ici, ça c'est le gap entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on consomme aujourd'hui. Et donc après, différents scénarios ont été faits. Ici, vous avez le pire scénario. Donc, dans le pire scénario, en 2025, on consommerait 8% de la consommation énergétique totale au niveau mondial, en fait, donc c'est assez énorme. Et dans le scénario actuel, là, sur la courbe, on est à peu près à 5% de l'énergie totale. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc le Shift Project a essayé de chiffrer en fait ce qu'il serait nécessaire d'avoir comme déconsommation énergétique dans le numérique pour respecter les scénarios 1,5 ou 2 degrés. Et donc ici, c'est les courbes de décroissance énergétique qui seraient nécessaires de faire. Donc si on commence dès 2018 à avoir moins 5% de consommation énergétique par an, on pourrait indéniablement atteindre des consommations énergétiques qui permettraient de limiter à 2 degrés, de respecter le scénario 2 degrés. Si jamais on continue à augmenter jusqu'en 2030, l'effort à consentir par la suite serait de réduire de 10% par an la consommation énergétique. Donc forcément, plus on retarde notre choix de sobriété, plus l'effort à consentir sera conséquent. Si on regarde un peu plus dans le détail d'où viennent ces consommations indirectes, donc ici vous avez sur ce camembert-là la distribution de la consommation énergétique en fonction des postes de production et d'utilisation. Donc vous avez une bonne moitié qui est consacrée à la production, la production des téléviseurs jusqu'aux smartphones. Ça représente voilà, une bonne moitié du camembert et tout le reste ça va être sur l'utilisation. Donc 20% pour la consommation énergétique des terminaux. Donc dans celle-ci, on a coutume de dire que par exemple en France aujourd'hui, les appareils en veille sont responsables à peu près de l'utilisation d'un réacteur nucléaire.
Donc le simple fait que vous avez une petite luciole rouge sur votre TV, c'est assez impactant pour l'environnement. Et puis après, bien sûr, il y a tout le réseau, les infrastructures, les data centers qui sont énergivores au possible, qui sont responsables de cette consommation énergétique assez importante. Si on décompose maintenant un petit peu les flux et si on essaye de voir d'où vient cette surconsommation énergétique, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, dès aujourd'hui, on est près à 50%, la consommation provient de la surconsommation de vidéos en streaming. Quand on va regarder les vidéos en streaming, ça va avoir une conséquence assez impactante sur l'énergie qui est demandée au réseau. Ce qui est amusant aussi, c'est de regarder en fonction des différentes plateformes qu'on utilise, leur impact carbone, puisqu'en fait, les data centers sont hébergés dans des pays qui ont des politiques énergétiques plus ou moins variables, en fait. Et donc, il y a eu un rapport en 2017 de Greenpeace, Clicking Green, qui détaillait justement les classements en fonction des mix énergétiques des différents géants. Donc YouTube s'en sort pas trop mal, ils ont 56% d'éolien, 15% de gaz naturel, 14% de charbon et 10% de nucléaire. Maintenant, si vous allez voir vos vidéos sur Amazon Prime, ça commence à piquer un petit peu, on est à 30% de charbon et 26% et 24% de gaz naturel. Donc forcément, si les data centers sont hébergés en Chine, eh bien votre empreinte carbone ne sera pas la même que si elle est hébergée aux États-Unis, parce que on tape à bras raccourcis sur les GAFAM, je suis le premier à le faire. Il se trouve qu'ils sont rentrés dans une course à la verdicité qui est assez intéressante, puisque c'est ce sont les premiers acteurs de la transition énergétique aux États-Unis. Notre problème, ça va être la rétention en fin de vie des terminaux, puisque aujourd'hui on considère que seulement 15% des téléphones sont collectés pour être recyclés ou réutilisés, donc il y en a une quantité astronomique qui dorment dans nos tiroirs. Et oui, effectivement, l'ADEME a chiffré en 2018 à peu près 30 millions d'appareils qui resteraient chez nous. Mais si on arrive toutefois à les collecter, on va quand même avoir un problème de déchets. Puisque en 2016, on avait produit à peu près 44 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques, donc ça comprend aussi les frigos, hein, c'est pas que les téléphones. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'au niveau mondial, il y avait seulement 20% des déchets qui étaient correctement recyclés. Il se trouve qu'il y a un trafic illégal qui est très très juteux à ce niveau, qui a été évalué à 17 milliards d'euros en 2016. Ce qui est vraiment très attractif. Au niveau français, il y a 57% de ces déchets qui échappent aux filières agréées. Donc là, vraiment, on est confronté à un problème de traçabilité des D3E. Il faut considérer également. Donc si on arrive toutefois à récupérer les appareils, eh bien là, on va se dire fabuleux, l'économie circulaire, le recyclage, donc l'eau la boucle, c'est parfait. Donc par exemple, Apple a développé leur robot Daisy qui est capable de désosser une quantité astronomique d'iPhone à la minute pour faciliter le recyclage. Toutefois, aujourd'hui, au niveau du recyclage, on n'est pas incapable, mais presque, de récupérer l'intégralité des métaux que compose un téléphone. Puisque la capacité de puissance qu'on a dans les téléphones ou dans les ordinateurs, elle vient de notre capacité de miniaturisation. Cette capacité de miniaturisation, elle vient de la faculté qu'on a aujourd'hui d'entrelacer les atomes au niveau atomique, en fait. On va doper des métaux par des terres rares, etc., etc. Ce qui fait qu'on comprend bien que si on entrelace au niveau atomique les métaux, derrière, pour les séparer, ça sera d'autant plus difficile, en fait. Donc ici, vous avez un rapport de recyclabilité qu'a publié Fairphone sur leur téléphone en 2017. Donc on voit que pour certains métaux, avec leur méthodologie 3, ils arrivent à récupérer jusqu'à 100% du métal, sachant que un rendement de 100%, c'est complètement illusoire. Il manque de rigueur pour afficher 100% parce que il y a toujours une déperdition de matière, donc 100% n'existe pas. Donc le 100% recyclé sur les bouteilles en plastique que nous promet la feuille de route de l'économie circulaire, c'est forcément utopique. Hein. Mais au-delà de ce point de rigueur, il y a d'autres métaux par exemple, comme le néodyme, qui sont récupérés entre 0 et 10%. Puisque forcément, il n'y a aucune méthodologie qui permet de récupérer à la fois le néodyme, le platine, l'or et le tantale.
Donc maintenant, ça c'était pour le côté un petit peu, voilà, tableau noir, je ne sais pas du tout à quel niveau on en est dans le timing, mais si on essaye d'aller vers une électronique plus durable, eh bien forcément, il va falloir qu'on se focalise à 100% sur l'éco-conception. Et l'éco-conception, elle doit se trouver à toutes les étapes de la chaîne de valeur. On va devoir considérer d'exploiter modérément nos ressources, parce que même avec de l'éco-conception, on va encore devoir aller chercher des ressources à l'autre bout du monde. Donc tout l'enjeu va être par exemple d'essayer de remplacer le néodyme par de la ferrite, par exemple. Ça, on va perdre nettement en capacité, mais on va gagner en résilience et on va gagner en sobriété. Donc c'est vraiment déjà dans le choix des métaux qu'on utilise, il y a un effort de conception à faire assez significatif. Au niveau de la fabrication et de la conception, forcément, il faut qu'on anticipe l'ensemble du cycle de vie du produit. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit conçu pour être facilement réparable, il faut qu'il soit conçu pour durer le plus longtemps possible, et il faut qu'il soit conçu pour être facilement recyclé. Parce qu'aujourd'hui, si on est incapable de recycler les téléphones et les ordinateurs dans leur ensemble, c'est parce qu'on a fait des choix technologiques par le passé qui étaient très regrettables en fait. Donc, puisque les constructeurs n'ont jamais anticipé dans la conception de leurs produits la fin de vie des appareils. Et donc après, il faudra qu'on essaye de circulariser au maximum le secteur en réutilisant les appareils le plus possible. Donc en attendant un smartphone parfait qui serait biosourcé à 100% et 100% réparable, vous avez le Fairphone. Donc le Fairphone, c'est un téléphone qui essaye d'être le plus éthique possible aujourd'hui. Donc il n'y a pas c'est pas 100% éthique bien sûr, et le plus réparable possible. Donc pour l'illustrer, forcément pour enlever la batterie, déjà ça prend une étape. Pour enlever l'écran, ça va en prendre un petit peu moins. Je vais vous le faire passer. Simplement, c'est mon téléphone perso, donc si vous pouvez, il est fonctionnel. Voilà, donc là, j'ai enlevé l'écran. Donc après, vous pourrez regarder au niveau des modules, ce sont des tournevis cruciformes vraiment très simples à démonter. Et donc là, une fois que vous avez enlevé l'écran, vous pouvez enlever au besoin le micro, la caméra ou l'antenne qui comporte aussi la caméra frontale. Donc ça, c'est l'aspect éco-conception, mais Fairphone a aussi une politique d'éthique assez accrue, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire labelliser exempt de conflit 4 métaux, le tungstène, l'étain, le tantal et l'or. Actuellement, ils travaillent d'arrache-pied sur le cobalt, donc c'est-à-dire que le cobalt qui est dans leur batterie aujourd'hui n'est pas encore irréprochable, et même quand on a fait tout le travail de traçabilité sur la chaîne de valeur, ils ont personne qui est H24 dans les mines pour s'assurer qu'il n'y a pas des enfants qui travaillent, quoi. Enfin, ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Hein. Mais toutefois, ils sont hyper proactifs sur les 4 premiers métaux qu'ils ont fait labelliser. Et l'or qui est dans le téléphone, il est même labellisé Max Havelaar. Ils viennent d'une mine au Pérou où ils ont réussi à faire labelliser l'or Max Havelaar. Donc c'est quand même assez significatif comme détermination, pour ainsi dire. Et également, pour le recyclage, ils ont fait une cartographie des métaux dans leur téléphone pour faciliter le recyclage en fin de vie, en disant si vous voulez récupérer le néodyme, effectivement il est principalement contenu dans le micro, donc démontez le micro et passez-le au broyeur pour récupérer le néodyme, même si c'est encore très difficile. Bon, voilà, je peux vous passer le module du bas, puis l'écran si vous voulez. Ça existe toujours Fairphone, parce qu'apparemment ils avaient des difficultés. Ah oui, oui, on les commercialise. Ils ont eu des difficultés de stock il y a 2 ans. Et là aujourd'hui, ils n'ont plus trop de difficultés. Ils ont fait une levée de fonds à hauteur de 7 millions d'euros en crowd equity dans l'été là. Donc ils sont relativement bien là dans ce moment. Et donc comme je vous le disais, voilà, donc c'est un téléphone qui est éco-conçu dès le départ. Toutefois, le Fairphone, c'est un constructeur qui est contraint au modèle de vente actuellement. C'est-à-dire que tous les acteurs sur le marché, ils vendent des appareils et ils génèrent du profit par le renouvellement des appareils. Et donc, forcément, comme on est sur un marché qui est déjà saturé, c'est-à-dire que tout le monde possède un smartphone, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas de smartphone ? Bon, en général, j'ai tendance à féliciter ces personnes parce que c'est la meilleure façon de limiter leur impact. À titre personnel, j'avais pas de smartphone avant de me lancer dans cette coopérative et c'est un petit renoncement personnel que de prendre
un téléphone, même s'il est fer. Et donc, quand on est confronté aux saturations du marché, ben les stratégies des grands groupes, ça va forcément être de produire de plus en plus de modèles pour générer un besoin un petit peu inutile. Donc, par exemple, depuis 2013, Apple a sorti 16 modèles, pendant que Fairphone en ont sorti 2. Donc, forcément, Fairphone est désavantagé sur ce marché-là. Et donc, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à migrer d'un modèle de vente à un modèle d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire de location longue durée sans option d'achat. Donc c'est le sens de notre coopérative, c'est essayer d'accompagner les producteurs de produits électroniques d'un modèle de vente traditionnel à un modèle d'économie d'usage. Donc l'avantage de l'économie d'usage pour les producteurs, ça va être de pouvoir donner une vision plus pérenne, long-termiste en fait. Puisqu'on va leur garantir des rentrées d'argent mensualisées sur une durée de temps échelonnée et pérenne. Donc forcément, ils vont avoir beaucoup plus de loisirs pour se focaliser sur le cœur de leur métier, enfin ce que devrait être le cœur de leur métier, à savoir l'éco-conception. Et donc logiquement, ce modèle aura tendance à favoriser l'allongement de la durée de vie des terminaux. Au-delà de ça, en tant que gestionnaire de flotte, la modularité d'un téléphone, elle est essentielle et très avantageuse parce que par exemple ici, si vous avez un téléphone qui est explosé, dont par exemple le cœur est HS, on va pouvoir récupérer les modules qui composent le téléphone pour réparer d'autres appareils. Ce qui fait qu'au-delà d'allonger la durée de vie d'usage de chaque appareil, on va allonger la durée de vie d'usage de chaque module. Puisque forcément, le recyclage étant une non-solution, il faut l'envisager à la dernière des extrémités en fait. Donc plus on aura tendance à réutiliser les modules, plus on aura tendance à limiter la surexploitation de ressources et toutes les externalités négatives le long de la chaîne de valeur. Au-delà de ça, en tant que gestionnaire de flotte, on va aussi avoir des facilités à augmenter la traçabilité, puisqu'il n'y a aucun transfert de propriété, c'est-à-dire que comme les usagers finaux ne seront jamais propriétaires des appareils qu'on met en circulation, la responsabilité de la fin de vie va nous incomber. Et donc aujourd'hui c'est très facile de dire, bon ben voilà, le problème du recyclage, on n'arrive pas à récupérer les terminaux, c'est parce que les gens, ben voilà, ils les jettent dans des poubelles n'importe où, enfin, etc. Donc c'est ce qu'on voit notamment, par exemple, pareil sur le plastique, il y a des campagnes qui sont financées par des industries des bouteilles en plastique pour culpabiliser les consommateurs qui jettent les déchets sur les plages. C'est, je crois, le Vacances Propres ou je ne sais plus quelle initiative qui donne des sachets en plastique pour aller récupérer les bouteilles sur les plages. C'est voilà, culpabiliser le consommateur puisqu'on se décharge de la responsabilité du produit sur eux. Donc nous, ben, on va être responsable du produit jusqu'au bout. Enfin, pour les usagers, ben, ça va être forcément une garantie de meilleur service, puisqu'on va être là pour les accompagner à l'usage au quotidien. Il n'y aura pas de coût caché, c'est-à-dire que quand on achète un appareil, on l'achète, je sais pas, dans le cas d'un iPhone 10, 1500 € par exemple, mais si jamais il tombe en panne 2 ans après la durée de garantie, eh bien on va devoir avoir un coût pour changer un écran qui va être astronomique. Là, dans notre cas, il n'y a pas de garantie de durée de garantie qui tient. En fait, on garantit l'usage tout au long de la période d'utilisation. Donc on a des durées d'engagement minimum de 20 mois par exemple, ou 24 mois. Si l'usager conserve son appareil à la fin, eh bien on va quand même continuer à garantir l'usage, quelle que soit la durée d'utilisation. Donc ça c'est pour les avantages. Donc on propose également des PC avec des assembleurs français et suisses. Donc Y est en Suisse, PCVR est à Toulouse et M-Carré est à Lyon. Et ils sont tous dans une vision progressiste que l'on juge cohérente, qui nous permet de proposer leurs produits. Par exemple, PCVR, ils sont focalisés dans la mise en circulation de PC fanless, c'est-à-dire sans pièces mobiles. Donc ça va être très peu gourmand en énergie, ça va donc moins surchauffer, ce qui fait que ça allonge aussi la durée de vie des composants. Et forcément, un ordinateur fixe, c'est beaucoup plus réparable qu'un ordinateur portable. Concernant la réparabilité, vous avez Y par exemple qui propose des châssis qui sont conçus pour être réparés. En tout cas, ils donnent vraiment des tutos, ils vont indiquer, voilà, pour changer l'écran, il vous faut 30 minutes. J'accélère un peu, je sais pas, on en a combien là?
Ok, plus d'un quart d'heure. Ok, bon, ça devrait aller. Au niveau de notre particularité, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente un petit peu aussi notre cohérence. C'est un statut qui est fabuleux puisqu'il permet de fédérer autour d'un même projet, d'une même vision, un nombre assez important d'acteurs, c'est-à-dire que les clients peuvent être sociétaires de la coopérative, les producteurs peuvent être sociétaires de la coopérative, les partenaires de communication peuvent l'être, les collectivités peuvent l'être aussi. C'est vraiment un statut qui garantit une transparence, une horizontalité et un non-enrichissement personnel accru, puisqu'on est tenu de réinjecter dans la coopérative un minima 57% des excédents dans des réserves impartageables. Donc l'objectif de notre coopérative, ça ne va pas être de maximiser les revenus en ponctionnant des mensualités complètement astronomiques sur le dos des consommateurs, mais ça va être d'essayer de trouver le juste milieu qui garantit la rentabilité d'un côté pour les producteurs, pour la coopérative, et un coût honnête pour les usagers finaux. Aujourd'hui, nos clients, on a principalement des clients en particulier. On a déployé à peu près 500 appareils, dont 450 Fairphone, ce qui nous a permis de valider notre logistique et notre service client. Et on cherche à se développer vers les collectivités, vers les entreprises engagées dans une démarche RSE, et bien sûr vers les partenaires de l'économie sociale et solidaire. On a déjà un grand nombre de contacts potentiels avec qui nouer des liens. Concernant les collectivités, ce qui pourrait vous intéresser, je vous expliquerai après une petite limite dans notre modèle. Pour l'usage en B2B, effectivement, on va avoir un certain nombre d'avantages. Déjà, la première chose, ça va être un accompagnement au déploiement de la solution, c'est-à-dire que quand on va proposer notre solution, on va proposer effectivement ce type de conférence pour essayer de sensibiliser les consommateurs, les collaborateurs à l'utilisation de la solution. On estime que pour qu'on puisse fédérer au maximum, il faut que les gens puissent s'emparer de la problématique et considérer la justesse de ce déploiement-là. On va être forcément là pour assister et conseiller les utilisateurs finaux, d'autant plus que je ne l'ai pas précisé, mais nos ordinateurs sont principalement sous Linux, puisque c'est un système un peu plus vertueux. Donc une assistance au DSI, la garantie panne, casse et vol, et bien sûr une solution de continuité de service, qui par exemple on va mettre des stocks de téléphones directement chez les producteurs, chez les utilisateurs finaux. Concernant les limites et les verrous qu'on peut avoir sur notre modèle, en B2C, forcément on a un problème psychologique. Les gens vont avoir tendance à comparer le prix d'achat au prix de location, et comme le prix de location est plus important sur la durée, ils ne vont pas comprendre vraiment le gain qu'ils peuvent y trouver. Toutefois, le modèle de la location est quand même un modèle qui a tendance à se démocratiser aujourd'hui. On utilise des appareils et des systèmes d'exploitation pas forcément standards. Même sur le Fairphone, on a proposé une option qui permet aux utilisateurs de se passer de Google. Donc ça, c'est vraiment une option parce que ça nécessite un peu de volonté. C'est-à-dire qu'on déploie les appareils avec une version d'Android sur laquelle il n'y a pas Google Play, il n'y a pas toute la suite Google. On met un catalogue d'applications open source, c'est F-Droid. Et bon, c'est vraiment une bonne façon de se dégafamiser, mais il faut le vouloir. Et là où on a le plus de difficultés avec les collectivités, on en a démarché un certain nombre, c'est le problème du financement de notre solution, puisque les collectivités ont tendance à maximiser les frais d'investissement au détriment des frais de fonctionnement. Et comme notre solution est une solution de service, et bien forcément, quand on va la proposer aux collectivités, on a souvent des fins de non-recevoir dès qu'on a dépassé le département RSE, si je peux dire. Mais on pense qu'on va finir par trouver des acteurs volontaires pour cette solution-là. Nos perspectives de développement à court terme, donc ça va être de valider les déploiements B2B, de trouver une première collectivité pilote, poursuivre nos efforts de communication. On fait aussi pas mal de plaidoyer parce qu'on, par exemple, on travaille avec au groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement sur l'indice de réparabilité qu'ils veulent déployer en 2020. Et donc là, on fait face à Apple, Samsung, et on est aux côtés de Green IT, Alta Obsolescence Programmée, les Amis de la Terre. C'est franchement super intéressant d'être dans ces réunions-là. Et puis on a ouvert dernièrement notre offre à la francophonie européenne en Belgique et en Suisse. Donc ça, c'est pour nos développements court terme. Maintenant, si on essaye de réfléchir un peu plus globalement au développement long terme qu'on devra avoir, non pas uniquement chez nous, mais plus largement, il faudrait déjà qu'on évalue nos besoins réels dans le domaine du numérique. Il faut qu'on finance au maximum la R&D pour un numérique plus durable et financer des recherches et des initiatives low-tech qui n'ont pas pour vocation
première d'être financièrement intéressante. Qu'est-ce que j'entends par initiative low-tech? Par exemple, on pourrait imaginer que dans un habitat partagé où il y a 15 ou 20 familles, on mette à disposition simplement 3 ordinateurs fixes qui permettent d'accéder à la connaissance, sans pour autant que chaque famille ait une tablette, un ordinateur et un smartphone pour chaque individu qui vit dans l'immeuble. Donc, ou ça va être aussi des initiatives low-tech, ça va être comment on conçoit des sites web pour qu'ils soient les moins énergivores possibles, quitte à ce qu'ils soient alimentés par des panneaux solaires et donc qu'il y ait des coupures du contenu, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'avoir accès au contenu H24? Par exemple, s'il fait nuit, bon ben voilà, si c'est 100% à l'énergie solaire, ben on ne pourra plus accéder à Netflix. Est-ce que c'est important d'avoir des vidéos en Ultra HD à 4h du matin? Je ne suis pas certain. Donc pour illustrer justement cette question du besoin, j'aimerais terminer par le futur déploiement de la 5G qui nous fait miroiter des perspectives économiques à l'horizon 2035 fabuleuses. Donc ici vous avez les Échos qui essayaient d'évaluer ça dans un graphique et qui promettaient donc 12 300 milliards de dollars à l'horizon 2035. Donc c'est fabuleux, ça va redynamiser la croissance. Allons-y gaiement, vive la 5G. Puis donc la 5G c'est principalement pour le déploiement des objets connectés. Donc c'est être capable d'avoir un aspirateur qui va communiquer à votre box d'Amazon le fait que vous n'avez plus de sachet. Et donc là vous allez avoir un drone qui va amener votre sachet d'aspirateur directement chez vous avant même que vous en ayez pris conscience. Ah là là, vivement cette période-là. Donc si on remet en perspective donc, ce schéma économique-là à l'horizon 2035 avec les courbes de notre modèle des limites de notre modèle croissanciste, on peut très clairement remettre en doute ces perspectives. Et donc vraiment la question essentielle aujourd'hui c'est questionner notre besoin. Nous on propose en location un smartphone. On a bien conscience que c'est une solution vraiment parcellaire puisque la meilleure solution c'est de ne pas avoir de smartphone tout court, je me répète. Toutefois, on propose une solution d'un côté qui est pas jusqu'au boutiste mais qui a le mérite d'exister et l'existence de cette solution nous permet d'un autre côté de porter ce type de message tel que je le fais aujourd'hui et c'est un petit peu cette bivalence là qui en tout cas pour moi me permet de continuer à travailler pour Command, sinon j'arrêterai dès aujourd'hui. Voilà, et donc j'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions à Adrien sur ces sujets, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que nous, on pourrait en tant que collectivité lancer ces nouveaux modèles de fonctionnalité, d'usage. On est un peu confronté à cette logique d'investissement. Et si jamais il y a une collectivité qui veut se lancer sur ce sujet, je suis sûre que la métropole serait prête à y réfléchir. Ça peut être vraiment une bonne piste de travail sur comment on peut consommer différemment de l'électronique, ne serait-ce que dans le modèle. Et pas simplement, voilà, bien sûr qu'il y a le matériau, etc., mais il y a aussi le modèle qui est bon à interroger. En fait, il y a une solution sur ce business model. Je l'ai réintroduite auprès d'une start-up l'année dernière pour faire basculer leur modèle financier justement de fonctionnement à investissement. C'est comme Microsoft en fait qui a montré comment, on va dire, de façon assez borderline contourner la loi. Là en fait, il faut simplement que vous fassiez de la vente de licences limitées. Vous offrez le smartphone, mais vous faites payer la licence sur le coût adéquat de rentabilité que vous voulez juger. Et là, vu que c'est de la vente, ça devient automatiquement acquisition, investissement, et nous, ça nous ouvre les portes financières pour pouvoir acquérir votre service. On offre le Fairphone et on vend la licence d'exploitation à durée limitée. D'accord, mais donc ça veut dire que, juste en termes de transfert de propriété, est-ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est propriétaire du matériel? Là, vous pouvez en garder la propriété. En fait, tant que vous faites des clauses en conséquence. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Donc, il faut étudier la chose. La licence du service. On n'avait pas envisagé de nous inspirer de Microsoft, effectivement. Là aussi, enfin, moi je rencontre pas mal justement d'entreprises comme ça sur ce business model, puisque c'est vrai que le business model à l'heure actuelle nous embête tous. On a énormément de propositions, mais sur nos frais de fonctionnement, c'est pas possible.
Donc là typiquement je pourrais même, si vous voulez, vous mettre en contact avec la société que j'ai conseillée l'année dernière. Mais sinon il suffit d'étudier ce qu'a fait Microsoft pour réussir à rentrer dans le moule. C'est vraiment ça le principe, hein. En fait c'est de la durée limitée, sauf qu'on dit que c'est de l'acquisition. D'accord. Alors vous pouvez le proposer sur votre modèle, ça peut être de l'acquisition pour 2 ans. Ouais, exactement. Ah, c'est exceptionnel. C'est super basique et franchement, je n'ai pas vu une trésorerie en France toquer pour l'instant sur ce phénomène-là, parce qu'en fait, l'avantage par contre d'avoir une boîte comme Microsoft qui a été se frotter à Bercy, c'est qu'eux, ils ont fait travailler leur cabinet d'avocats comme des gros tarés pendant peut-être 2 ou 3 ans, avant de venir voir Bercy en disant nous voilà ce qu'on vous propose, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, donc c'est ce qu'on proposera à la fonction publique. On va faire un remerciement particulier à nos professeurs de cette web du coup. C'est super. Voilà. Très bien, merci. Et en B2C justement, quel est au niveau du coût, qu'est-ce que ça représente pour un usager de passer par Oui. Fairphone? Alors, le Fairphone déjà à l'acquisition à la vente, quand il est sorti il était à 525 €. Nous, on propose 2 formules à 20 ou 30 € par mois, avec des services différents. Par exemple, donc, la différence significative, c'est qu'à 30 € par exemple, en cas de pépin, vous pouvez avoir un téléphone de substitution en moins de 72 heures, alors qu'il y a un arrêt de service dans le cas de la formule à 20 € potentiel sur la durée de réparation. Il y a aussi des variations sur la prise en charge des vols. La prise en charge du vol elle est uniquement prise dans la formule à 30 €. Et sur la formule à 20 €, vous allez avoir une franchise si vous cassez le cœur de l'appareil, qui est la pièce maîtresse, alors qu'elle ne sera pas présente à 30. Toutefois, il y a des limites à notre offre, c'est-à-dire que si l'usager casse son téléphone tous les 6 mois, forcément, au bout d'un moment, ça va cliquer puisqu'on prend en charge qu'un aléa par an. Donc voilà, après, ce qui est pour les particuliers, ce qui les dérange aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ne sont pas propriétaires à la fin. Pour eux, la location, ils le voient souvent comme de la location avec option d'achat. Et nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'engagement, ils pourront nous renvoyer l'appareil. Et ils peuvent le conserver. S'ils le conservent, on s'engage à avoir une réduction tarifaire de 40% de leur mensualité pour les inciter à conserver l'appareil. S'ils souhaitent nous renvoyer l'ancien et souscrire un nouveau contrat pour prendre un nouveau, ils pourront le faire. On espère que ça ne soit pas le cas parce que ce n'est pas le but de notre coopérative. Et puis on va essayer de développer plein d'outils incitatifs pour que les usagers ils arrivent à vouloir conserver leur téléphone le plus longtemps. Voilà. Quel est l'intérêt que vous proposez donc une assurance de vol alors que éventuellement il est couvert par d'autres assurances chez l'individu? Alors si jamais vous essayez d'avoir, en plus du prix d'acquisition de votre téléphone, des assurances qui couvrent aussi bien que ce qu'on peut faire, les aléas, le coût risque d'être le même si vous partez du principe que vous changez votre appareil tous les 2 ans et que vous rajoutez une assurance. C'est possible que ce soit même supérieur à notre coût à notre solution. Après, le gain aussi, c'est l'accompagnement à l'usage. C'est-à-dire que quand on met en service les téléphones, on est là pour accompagner les utilisateurs, quelles que soient leurs questions. Donc on a au moins 60% des questions, c'est sur la prise en main d'Android par exemple, sur notre chat en ligne. On met en place aussi des outils, on a un wiki avec des fiches techniques, comment optimiser l'autonomie de la batterie du Fairphone, quels sont les meilleurs outils pour transférer ses contacts d'un iOS vers un Android. Enfin, il y a tout un ensemble de services qui ne sont pas forcément inclus dans les assurances traditionnelles. Et puis, aujourd'hui, notre cible, elle est clairement chez les consommateurs, on va dire, ceux qui cherchent à, par leur consommation, avoir un impact positif. Et choisir notre solution, c'est la garantie de maximiser la cohérence de nos statuts jusqu'à nos serveurs qui sont hébergés chez un data center qui est 100% en énergie verte. On essaye de maximiser notre cohérence. Après, on n'est pas encore parfait dans notre coopérative, on a toujours un chemin de progression. Par exemple, j'arrête pas de taper sur les GAFA, on utilise encore les outils de Google Drive malheureusement pour travailler au sein de l'équipe. On va essayer de migrer petit à petit vers des outils open source, mais c'est pas facile. Notre back-office, notre ERP, il est dans un langage open source, c'est Odoo. Et l'idée c'est qu'on optimise un outil opérationnel destiné à l'économie de la fonctionnalité pour qu'on puisse l'offrir ensuite
à des startups qui voudraient se lancer dans ce modèle et qui ne disposent pas en interne de ressources de développement, eh bien, ils auront un outil optimisé pour l'acquisition client, la facturation, les prélèvements mensualisés, etc. Comment votre modèle économique actuel permet l'acquisition du matériel? Alors là, on n'est absolument pas excédentaire à la fin du premier exercice, soyons clairs, puisqu'on a une nécessité des investissements très forts dès le départ, on achète le matériel cash. Donc on a quand même réussi à convaincre les partenaires financiers à nous soutenir à hauteur de 450 000 € la première année, avec plein de mécanismes différents, de la prise de part sociale sur notre site web, où n'importe qui peut venir prendre des parts chez nous. Donc on a réussi à lever à peu près 40 000 € comme ça directement sur notre site web. On est légalement restreint à 100 000 € par an, donc on a encore une marge de progression. Après on est allé voir la NEF, le Crédit Coopératif, Alsace Active, la Socoden qui est un institut qui est associé à la Fédération des SCOP. Donc il y a plein d'outils de financement qui sont possibles pour nous. Et ce qui rassure les banques dans le fait de nous prêter de l'argent, c'est qu'en fait on reste propriétaire du matériel. Ce qui fait que la part de risque elle est réduite parce qu'en cas d'échec, ils peuvent toujours récupérer le matos. Et donc ça limite en fait le risque de prêt pour eux. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un ratio fonds propres prêt qui est complètement surprenant dans le monde des startups, puisque en termes d'apport initial des associés, on a dû mettre entre 4 et 10 000 € perso chacun, c'est ridicule en fait. Est-ce que ça vous dérangerait d'être référencé auprès d'Orange ou d'SFR? Alors, Orange commercialise le Fairphone avec une offre d'abonnement classique, c'est-à-dire où le coût d'acquisition est masqué dans la mensualité de l'offre de téléphonie. On est en lien avec eux indirectement, on va dire, puisque je côtoie assez souvent dans les réunions là, sur l'indice de réparabilité la responsable des affaires publiques de chez Orange. On n'a pas encore cherché à avoir des synergies. Nous, on aimerait bien qu'il se développe comme en Belgique une solution de téléphonie coopérative. Puisque là, en Belgique, est sur le point de se lancer une coopérative de téléphonie, c'est Naimo, je crois. Et il y a une initiative similaire qui est dans les tuyaux en France, mais qui pour l'instant n'est pas publique. Et si on pouvait se lancer avec des partenaires tels que ceux-ci, on aurait un peu, c'est toujours un peu dans la recherche de la cohérence absolue, hein, on va dire. Après, si on doit, effectivement, Orange, c'est des acteurs qui cherchent à avoir un impact RSE intéressant. Toutefois, nous, on va toujours avoir tendance à essayer de privilégier des acteurs de l'ESS plutôt que des acteurs traditionnels. Alors, je dis ça parce qu'en fait, pour nous ouvrir plus facilement les portes, il faudrait que vous soyez référencé au CIPEREC. Pardon ? Au CIPEREC, c'est un groupement d'achat. CIPEREC, d'accord. Ouais, donc il y a 390 collectivités adhérentes sur la région parisienne. On a une vraie force de frappe financière, hein, puisque c'est des marchés en plusieurs dizaines de millions. Moi, si ça vous intéresse, vous pourrez reprendre contact avec moi. Je connais bien la directrice du groupement commande d'achat sur la partie télécom. C'est clairement, votre offre, elle n'est pas mise en avant. Je pense que vous avez un manque de visibilité. Après, le CIPEREC, clairement, ces collectivités adhérentes, à l'heure actuelle, font un certain nombre d'efforts, on va dire, d'investissement intelligent aussi au passage. Donc ça serait peut-être aussi l'occasion de mieux vous faire connaître. Par contre, après, il faut voir forcément qu'il y ait il faut voir aussi la capacité à fournir. Parce que ça peut aller très vite. Enfin, je préfère toujours alerter parce que si les collectivités adhérentes sont intéressées, vous allez voir qu'effectivement, tout d'un coup, il y a des commandes qui s'ajoutent et de façon rapide. Alors nous, de façon opérationnelle aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit les téléphones, on les démonte intégralement. On numérote les identifiants de chacun des modules pour pouvoir faire des ACV sur les modules indépendamment des appareils. On les remonte et on les teste. Et là, l'équipe A3, ils en font 60 par jour. Donc on peut quand même répondre à des demandes conséquentes, je pense. Après, ce qui va nous limiter dans la réponse à la demande, ça va être les financements associés en fait. C'est-à-dire que d'un côté, supposons on a un ensemble de collectivités qui nous commandent 10 000 appareils, mais il va falloir qu'on aille voir nos partenaires financiers. Bah, super, on a plein de demandes, mais maintenant vous pourriez nous aligner un énorme chèque derrière. Donc il y aura toujours une petite latence entre le moment où on évalue la demande et le moment où on est capable d'y répondre, surtout si c'est des gros volumes, et principalement en lien avec les outils financiers. Toutefois, on a des partenaires financiers qui n'attendent que notre montée en échelle.
Je ne sais pas si vous connaissez la fondation Famae, c'est un investisseur privé qui, l'année dernière, a mis 1 million d'euros sur la table pour essayer de résoudre le problème des déchets. On avait été sélectionné dans les 50 derniers finalistes, mais on n'a pas gagné le prix du million. Par contre, ils continuent à nous suivre. Et ces gens-là, je les ai vus dernièrement au téléphone et ils me disent nous, on est prêts à vous suivre, par contre, on ne finance pas en dessous de 900 000 euros. Ok, bon, on trouve du marché, mais après, on revient vous voir. Donc c'est juste, voilà, c'est les deux verrous que je vois, c'est le financement et sur la capacité logistique de déploiement. Après, effectivement, il faudra peut-être que nous, notre objectif, c'est d'embaucher. Après, peut-être notre objectif, ça va être de pourquoi pas décentraliser tout l'aspect mise en packaging, pourquoi pas démontage, remontage des téléphones. On pourrait imaginer le sous-traiter à des acteurs comme le groupe Ares, qui est dans la région parisienne, qui est un acteur de l'ESS, qui fait de la réinsertion sociale. C'est déjà eux qui gèrent l'expédition des chaussures Veja, par exemple. Donc voilà, en tout cas, cette première année nous a permis de mettre en place tous nos outils, du back-office à nos outils logistiques, etc., etc. On a énormément démarché de partenaires financiers, on connaît parfaitement le secteur. Maintenant, pour exploser, entre guillemets, il ne nous reste plus qu'à trouver les bons partenaires au niveau de la demande et aller revoir nos financeurs et embaucher, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on embauche. C'est l'objectif aussi, quoi. Et si vous vous intéressez au marché des collectivités, vous avez d'autant plus intérêt à vous rapprocher rapidement du CIPEREC, que c'est à la fois une opportunité si vous êtes référencé parmi les fournisseurs possibles pour eux et qu'ils adaptent leur cahier des charges à une possibilité pour vous d'y répondre. Inversement, ça crée un lien pour les collectivités adhérentes qui souscrivent à leur marché, qui ne peuvent pas passer par un autre prestataire de service. Donc la limite pour vous, ce marché-là, si vous voulez, les marchés des collectivités qui pourraient être intéressés pour innover, mais qui sont déjà engagés auprès de marchés pluriannuels de fourniture via le CIPEREC. Les CIPEREC, ils ne peuvent pas prétendre parce qu'il n'y a pas un nom matériel. Si, nous, du SFR, on peut acheter du matériel chez SFR, Oui, non, mais donc chez si SFR, tu fais référencer chez SFR et par oui, répercussion, on non, mais ce que je veux dire par là, lui directement, il ne peut pas, il faut qu'il passe ou par SFR ou par Orange, etc. Oui, mais en fait, en tant que client, on peut demander à ce qu'il soit coopté. Non, mais soyons logiques, il ne faut pas lui faire croire quelque chose qui n'est pas possible. Si. Non, mais attendez. Avec le CIPEREC, il n'aura pas les reins de ceux de SFR ou d'Orange pour répondre déjà au cahier des charges et répondre à la commande. Non, c'est pas compris là. En fait, demain, moi, si on doit en rediscuter dans cette démarche, je vais voir le CIPEREC et je vais voir ou SFR ou Orange. C'est les deux titulaires principaux des différents lots. Je vais leur dire, est-ce que vous pouvez me coopter telle entreprise au sein de votre bordereau des prix? En fait, ça dure 30 mois. Oui, mais c'est par cooptation. Oui, c'est la cooptation. Alors bien sûr, on prend un markup, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais n'empêche que 3 mois plus tard, on peut avoir une offre au sein du catalogue. Oui, il vient de dire qu'Orange commercialise. Non, en fait, oui, effectivement, c'est là où la difficulté, ça va être de trouver. En fait, Orange, on peut essayer de trouver des synergies avec eux. Simplement, on est aujourd'hui un peu compétiteur, puisqu'on propose une solution pas identique, mais presque. On commercialise le téléphone tout comme eux, sous une forme différente. Je pense quand même que Orange, ils ne sont pas fermés à la discussion et qu'il y a moyen de trouver des synergies avec eux parce qu'ils sont vraiment dans une recherche RSE intéressante. Et donc, je pense qu'il y a la place à la discussion. Sur la temporalité, nous, ce qu'on aimerait quand même, c'est d'abord trouver une collectivité de pilotes, et quitte à tester notre offre avec eux, genre avant de se lancer sur un marché aussi conséquent que celui-ci, essuyer les plâtres avec des gens volontaires. Et après, une fois qu'on a envisagé tous les problèmes, les solutions pour y pallier, là, ok, on va peut-être aller se faire référencer sur ce genre de catalogue. Mais genre, demain, si dans 3 mois on devait se faire référencer chez eux, je pense que ça serait un petit peu prémédité et on risquerait de se brûler les ailes là. Mais même pour la phase pilote. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, ça nous engage à passer un marché, etc. Enfin, je vous laisse tous les détails de base, même si c'est à moins de 25 000, ça va quand même tous nous saouler.
L'avantage, on peut s'arranger avec le site direct, vous êtes référencé et après on dit qu'il y a une collectivité qui est motivée en fait, pour mener le pilote avec vous en attendant une commercialisation plus large, hein, ça peut être juste une entente, c'est-à-dire il n'y a pas de promotion de votre référencement au-delà de cette collectivité et là l'avantage c'est que ça permet directement de commander via le site direct. C'est simplifier la vie en fait d'un point de vue juridique marché. Allez, bientôt c'est un marché qui commence à te parvenir tous les 4 matins. Alors j'ai une idée. Le matériel, c'est fabriqué en France, et le globe, dont tu as parlé tout à l'heure, Alors, le matériel, le Fairphone ou nos ordinateurs, alors les ordinateurs sont assemblés en France, par contre les composés sont fabriqués en Chine. Il faut toujours la carte du monde avec l'avion qui va dans tous les sens, ça reste valable même sur notre proposition. Simplement, par exemple, Fairphone, ils essayent de limiter le volume horaire des salariés qui travaillent dans leurs usines. Dans un audit, il s'est aperçu que les salariés avec le partenaire qu'ils avaient choisi, travailler entre 60 heures et 74 heures par semaine. Non, entre 54 et 74 heures par semaine. Donc ils ont réussi à négocier avec l'entreprise que même en période de rush, les salariés ne travaillent pas plus de 60 heures. Donc ça c'est le gain social qu'ils ont réussi à avoir. Mais c'est pour dire, les marges de négociation, elles sont assez difficiles. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours que notre solution, elle n'est pas parfaite. Et il faut le reconnaître, il faut savoir en fait montrer les limites de notre système. Et pour les data centers, Ikula, je crois bien qu'ils sont en France. En fait, il y a un grand nombre de data centers qui se développent. Il y a plein de solutions innovantes sur les data centers. On va avoir des data centers qui sont émergés dans des liquides pour faire de l'échange thermique entre le data center et le liquide. Et le liquide va après derrière aller chauffer des habitations ou chauffer une piscine. Enfin, il y a plein de solutions innovantes sur les data centers. Oui, voilà. Une petite question, Fairphone, c'est juste une démarche française de commande ou est-ce que c'est... D'accord, donc ça veut dire que c'est un produit qui se veut quand même plus une solution européenne, enfin donc avec une dimension de production. Aujourd'hui, il y a combien de Fairphone qui sont sur le marché? Ils en ont vendu 160 000. Ce qui est depuis 2015. Oui, depuis 2015. C'est ridicule par rapport à Apple. C'est peut-être ce que Apple vend sur le mois. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont quand même fait leur preuve de concept. Parce que, à la base, c'était une association qui militait contre les externalités négatives de l'électronique. Tout le monde leur disait c'est impossible de faire mieux. Ça les a agacés, ils se sont retroussés les manches, ils ont fait une campagne de crowdfunding et ils ont déployé un premier téléphone qui était une version bêta vraiment insatisfaisante. Et là, ils en sont au deuxième modèle. 160 000 appareils, ça commence quand même à apporter une certaine on va dire, légitimité. Enfin, ils savent ce qu'ils font, mais ils sont toujours... c'est une entreprise de 60 salariés. Donc, quand on compare aux grands groupes, c'est risible quoi, en comparaison. Mais là où ils sont très forts, c'est dans l'allongement de la durée de vie de leurs produits. Par exemple, dernièrement, sur la mise à jour d'Android 6 à Android 7 sur leur téléphone, ils l'ont fait eux-mêmes parce que le producteur du processeur ne voulait plus soutenir leur processeur parce qu'il était trop vieux, entre guillemets, il avait déjà 2 ans. Et donc ils ne voulaient plus faire la mise à jour d'Android. Ce qui fait que Fairphone se sont basés sur la communauté open source. Et ensemble, avec la communauté open source, ils ont redéployé Android 7. Donc ils ont recodé l'intégralité du système d'exploitation. Alors qu'ils sont 60 salariés, donc ils ont peut-être une équipe de 4-5 développeurs. Donc, et eux l'ont fait, alors que des grands groupes comme Samsung, qui utilisent les mêmes types de processeurs, forcément, ne se donnent pas forcément la peine de le faire. Donc c'est quand même pour montrer leur volonté d'entreprise. Maintenant, ça reste une solution, effectivement, qui, en termes de standard, Apple, sur une chaîne de production, ils vont sortir 10 000 unités dans le mois. Ils vont prendre, par exemple, 100 téléphones qu'ils vont sacrifier pour faire des tests. Et donc, ça va d'autant garantir la standardisation de la qualité de l'iPhone, on va dire. Fairphone, ils n'ont pas les mêmes volumes, donc forcément, ils ont il y a des notions d'échelle qui sont différentes.
ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes sur le Fairphone qu'on ne va pas forcément retrouver sur un iPhone. Effectivement, si on cherche à s'adapter au marché, il faudra qu'on fasse un upgrade. Toutefois, aujourd'hui, les upgrades sur le marché, ils sont permis parce qu'on était capable de proposer des processeurs de plus en plus puissants. Et donc, en parallèle, les développeurs d'applications, ils s'en donnaient à cœur joie pour faire des applications toujours plus énergivores, qui nécessitaient de plus en plus de ressources. Là, on arrive à un plateau de verre en termes de puissance, en fait. Donc, à un moment donné, l'éco-conception logicielle, ça va rentrer dans les mœurs, pour ainsi dire. Et qu'on le veuille ou non, on va devoir arrêter de faire des mises à jour, des applications toujours plus gourmandes. C'est juste obligé, en fait. À moins qu'il y ait un saut technologique énorme. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur le schéma économique mondial qui est, s'il n'y a pas de développement, il n'y a plus d'entreprise. C'est parce que effectivement, on est basé sur le modèle de vente. Oui, c'est ça. Oui, mais on est d'accord. Ils ne peuvent pas continuer à dire on va juste s'adapter au modèle dominant si ce qu'ils cherchent. La problématique, c'est la répercussion de ce genre de modèle. En fait, sur le fond, je suis d'accord. Mais après, si on globalisait cette solution-là, on pourrait dire ok, ça va faire un effondrement de l'économie. Bon, je ne suis pas certain, parce qu'en fait, notre solution, ça va relocaliser des emplois. Par exemple, les assembleurs d'ordinateurs, c'est des entreprises françaises qui font le travail ici. Si jamais on est capable, au travers de notre service, d'intégrer des coûts qui sont en général, que l'on cherche en général à minimiser, on va peut-être être capable aussi de relocaliser de la production d'électronique. Les téléphones, les ordinateurs, ils vont nécessiter d'être réparés le plus longtemps possible. Donc on va aussi essayer de dynamiser le secteur des réparateurs locaux, puisque ça ne ferait pas de sens qu'on envoie la réparation à l'autre bout du monde. Donc, en termes d'impact sur l'emploi et tout, c'est pas évident que ça soit foncièrement négatif. On ne parle pas du marché français. Oui. C'est sur une structure générale. Mais même iPhone se pose la question du service. Parce qu'ils ont fait des projections de vente pour 2019 qui sont pas à la hauteur de leurs espérances. Et ils s'interrogent vraiment sur leur modèle qui tend à proposer chaque année des nouveaux modèles de vente toujours plus chers. Ça fonctionne plus. Donc là, ils s'interrogent sur le service. Une dernière question peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez comme retour sur les 160 000 modèles vendus en termes de satisfaction, d'utilisation? Alors, je n'ai pas de retour sur les 160 000. Nous, on en a mis en circulation 400. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre service, au moindre pépin, on est hyper réactif. Et le Fairphone, par exemple, il est modulaire, ce qui fait que des fois, vous allez pouvoir avoir un peu du jeu sur la caméra. Si vous ne savez pas comment résoudre ce problème, vous allez avoir votre caméra qui vous fait des trucs super chelous sur votre écran. Si vous n'avez pas les outils ou l'assistance qui est nécessaire, vous dire voilà, il suffit d'enlever l'écran, resserrer les vis et c'est bon, quoi. Forcément, nous, on améliore ce service-là, alors que quand on achète un objet, on n'a pas forcément la même qualité de service. C'est essentiellement du particulier. Nous, pour l'instant, on a quelques flottes en B2B, vraiment, dans les premiers tests, ça va de 5 à 10 appareils. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on veut aussi proposer, dans les cas où on déploierait par exemple 40 ou 100 appareils, peu importe, on pourrait mettre un petit stock d'appareils directement chez la collectivité, chez l'entreprise, pour qu'en cas de pépin, hop, ils fassent un switch. Nous, on récupère le téléphone qui est endommagé, on le répare et on remet à jour le stock tampon chez